Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel Extra Club, le premier de l'année 2017. Alors comment s'annonce cette année 2017 sur le plan économique? Est-ce que l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis ou le Brexit vont avoir des conséquences sur l'économie? Comment je me prépare en tant que chef d'entreprise à cette année 2017? Voilà quelques questions auxquelles nous allons tenter d'apporter aujourd'hui des réponses. Pour nous aider à répondre à ces questions, un économiste que vous connaissez bien à l'APM, Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous et excellente année 2017 à vous et puis évidemment à tous les adhérents de l'APM. Une belle année pour l'APM aussi j'espère, parce que ça va être compliqué. Effectivement, j'ai fait mon papier il y a quelques semaines sur les perspectives 2017, je l'ai intitulé 2017, l'année de tous les espoirs, mais aussi de tous les dangers. Alors, quels sont ces dangers, Marc? Je vais commencer par les espoirs, comme si vous voulez. Non, mais je fais comme vous voulez. Mais commençons par les espoirs. Non, les espoirs, c'est qu'effectivement, depuis quelques mois, on a des bons indicateurs avancés de la croissance un peu partout dans le monde. Que ça soit évidemment en Chine, qui est quand même la locomotive de la croissance mondiale. Donc là, c'est une bonne nouvelle. On va vers à peu près un peu plus de 7% de croissance en Chine pour 2017. Ça, c'est plutôt bon. L'Inde, il y a eu des petits soubresauts parce que vous savez qu'ils ont démonétisé certains billets. Donc il y a eu un petit clash en fin d'année, mais ça va s'améliorer. Et surtout, la grande surprise, c'est qu'on avait peur de Trump, justement. Eh bien non. On a une amélioration de la confiance des ménages, des chefs d'entreprise aux États-Unis, parfois même sur des sommets depuis 2007. C'est-à-dire avant la crise des subprimes. Donc ça veut dire qu'il y a les Américains ont envie d'y croire. Et puis cerise sur le gâteau, même chez nous, habituellement on est un petit peu en retrait, même chez nous, dans la zone euro, en France, on a un petit mieux en fin d'année. Alors il reste à confirmer, c'est pas non plus l'euphorie, mais il y a un petit mieux. Donc ça c'est quand même effectivement les espoirs. Donc j'ai révisé à la hausse un peu ma prévision de croissance d'ailleurs au niveau mondial pour 2017, on va en parler, autour des 3,3%. Le FMI d'ailleurs a fait 3,4, je crois qu'ils m'ont copié, mais c'est pas grave, tant mieux, mieux vaut être copié que l'inverse. Et non, je plaisante, mais c'est vrai que globalement aujourd'hui on se dirige vers une croissance mondiale plutôt sympathique. C'est quand même moins que la moyenne qu'on a depuis les années 80, parce que c'est 3,5, donc là on se retrouve 3,3, donc c'est pas l'euphorie, mais c'est quand même pas mauvais, c'est pas mal. Par contre, ça c'est le début d'année. Mais c'est vrai que c'est là que ça devient dangereux. On a énormément de dangers en 2017, notamment bien sûr le Brexit, et ça, la guerre, ça va prendre du temps. Trump, que va faire Trump? Je pense qu'il y a des questions, on va en parler. Et puis surtout, il y a les problèmes européens. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 grandes échéances électorales dans donc 3 grands pays de la zone euro cette année. On va commencer au mois de mars avec les Pays-Bas, où là, effectivement, il y a une percée de l'extrême droite, un parti europhobe. Donc, est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va avoir le pouvoir? On ne sait pas, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Ça va commencer, donc les inquiétudes. Après, on a évidemment la France. Là aussi, là, on est dans le flou artistique. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis enfin, il y a l'Allemagne au mois d'octobre. Là aussi, échéance législative. Et donc, vous voyez que c'est beaucoup quand même de tensions, de dangers, qui font que globalement, on peut avoir notamment l'un des grands dangers économiques, financiers, c'est l'augmentation des taux d'intérêt qui a déjà commencé sur les taux longs, ce qu'on appelle les taux des obligations. C'est-à-dire que pour les chefs d'entreprise de l'APM, s'ils ont des crédits à faire, des endettements, il faut le faire maintenant. Parce que les taux vont monter. Donc il faut en profiter maintenant, tant que les taux sont relativement bas, ils ont déjà commencé à monter, donc il ne faut pas trop tarder. Donc c'est ça pour moi le grand risque, c'est effectivement des problèmes politiques, je dirais notamment en Europe, avec ensuite une remontée des taux longs qui pourrait un peu casser effectivement la croissance. Donc voilà un peu les enjeux 2017, donc je ne suis pas pessimiste, je suis quand même, on va dire quand même vigilant, parce qu'il y a quand même des vrais dangers. Alors Trump, parlons-en, il parle de mesures de plus en plus protectionnistes. Ouais. Est-ce que ça aura des conséquences sur l'économie mondiale et donc sur la zone euro? Alors c'est vrai que pour moi, j'avais fait un papier en février 2016 où j'avais dit Brexit et Trump, les anglo-saxons vont franchir le Rubicon. Vous savez qu'à l'époque, ça paraissait complètement impossible. Pourtant, moi j'avais cette crainte, et malheureusement, ou heureusement, on verra, ça s'est réalisé. Et donc, là où Trump a été très fort, c'est pas d'avoir gagné les élections. Je rappelle que les sondages donnaient 1% de chance à Trump de gagner les primaires des Républicains, même pas les élections. 1% de chance. Pourquoi j'ai trouvé pire que les économistes, c'est les sondeurs. Et dans les erreurs de prévision, il y a pire. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai fait le bilan comme tous les ans de mes prévisions, les adhérents APM le savent. Donc l'année dernière, on a fait une erreur de prévision sur toutes nos prévisions, donc c'est plutôt bon, tant mieux, j'espère que ça durera encore. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester comme ça embrigadé par les sondages, par la pensée unique, etc., ce qui est extrêmement dangereux. Donc, mais pour moi, la vraie victoire de Trump,
ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est que quand il a été élu, si vous vous souvenez, le jour de son élection, le CAC 40 a ouvert, moins 5%. Et puis il a fait ce discours d'investiture, et là, on est reparti à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il a rassuré. Il n'a pas parlé tellement de protectionnisme. Il a dit, ce que je veux, c'est restaurer une croissance forte aux États-Unis. Et donc baisser les impôts, faire des processus de relance de l'investissement, des grands investissements. Et ça, donc ça veut dire, on met la croissance en avant, puis le protectionnisme, on verra après. Donc c'est là où pour moi, Trump, c'est qui tout double. C'est-à-dire que s'il réussit son pari, c'est vrai que c'est un pari osé, mais ça peut marcher. Il nous dit aujourd'hui, on va baisser, rappelez-moi, ces deux grandes mesures, c'est impôt sur les sociétés, on passe de 35 à 15%. Rendez-vous compte, chef d'entreprise, ça nous fait rêver pour nous. 15% d'impôt sur les sociétés, vous imaginez? Donc là, évidemment, on dit aux entreprises américaines, ça ne sert à rien d'aller au Mexique ou d'aller en Irlande. Vous avez encore la même chose chez nous sans vous déplacer. Donc évidemment, ce n'est pas du protectionnisme, mais ça donne envie de rester aux États-Unis. Donc ça peut créer une dynamique. Effectivement, d'emploi, il y a déjà le plein emploi d'ailleurs qui est là aux États-Unis, donc ça va aider. Plus des investissements. Si ceci, on va dire, génère une croissance de 2,5 à 3%, Trump a gagné son pari. Et donc, il n'aura pas besoin de faire du protectionnisme dangereux. Parce que, effectivement, s'il rate son pari, c'est-à-dire que si la croissance ne redémarre pas pour X raisons, alors là, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'il va devoir faire le protectionnisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des barrières douanières, il va monter les droits de douane de 35 à 40%, et là c'est horrible. Pas seulement pour les Américains, mais pour l'ensemble du monde. Parce que si les Américains font ça, évidemment les autres pays vont faire la même chose. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir ma prévision de croissance de 3%, 3,3%, il faut tabler sur une croissance du commerce mondial d'environ 10%. Donc si demain, Trump s'amuse à faire du protectionnisme, et que le monde entier fait la même chose, c'est-à-dire que le commerce mondial va s'effondrer. Mais il a déjà commencé à le faire. Il fait pression sur les entreprises américaines. Oui, mais ça c'est différent. C'est-à-dire pour l'instant, globalement, il les incite à rester aux États-Unis, mais on n'a pas mis des droits de douane sur tous les produits qu'on va importer aux États-Unis. Vous savez, ça c'est une autre étape. Et après, il y a un gros problème, on le sait, c'est la Chine. Si effectivement les Chinois ne peuvent plus l'exporter comme ils le souhaitent, donc la croissance chinoise va fortement baisser. Or, vous savez, par exemple cette année en 2017, sur 3,3% de croissance mondiale, 1,2 points vient de Chine, uniquement. Quand je regarde au niveau global, depuis une quinzaine d'années, 80% de la croissance mondiale vient du monde émergent. Donc si demain je mets des barrières douanières dans les pays développés, et que donc j'empêche, ou je limite les exportations dans les pays émergents, ces pays vont s'effondrer. Or, comme c'est 80% de la croissance mondiale, qu'est-ce qui va nous rester? Ce n'est pas la zone euro, sa contribution c'est 0,1 point à la croissance mondiale depuis 20 ans. Donc qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, ça ne se voit pas. On ne dérange personne. Donc c'est déjà ça. Mais ce n'est pas nous qui allons générer une croissance forte, vous comprenez? Donc c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Donc moi je souhaite que ça sera double et pas quitte, que globalement il va réussir, et c'est possible. Il peut effectivement restaurer une croissance forte, et à ce moment-là, il n'a pas besoin effectivement d'avoir, je dirais, des mesures de trop fort protectionnisme. Sinon, on va avoir un mouvement mondial de protectionnisme. Et vous voyez, il faut être clair, j'entends ça aussi, on a les mêmes clichés en France. Le problème, il est où? C'est que, admettons, je mets des barrières en France, par exemple. Je veux acheter donc, un ordinateur français. Comment je fais? Il n'y en a pas. Ça n'existe plus, les ordinateurs faits en France. Voyez, donc, avant que je relocalise une fabrication d'ordinateurs en France, c'est-à-dire pendant 20 ans, 15 ans, je n'aurai pas d'ordinateur. Il faut être sérieux. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des importations incompressibles, indépendamment des matières premières, où donc, si vous mettez des droits de douane, mécaniquement, c'est le consommateur qui va payer. Donc, ça n'a pas de sens. J'ai une question sur ces mesures, ou en tout cas une politique protectionniste éventuelle des États-Unis. Est-ce qu'on peut se protéger, nous, en France, face à ça? Alors là, moi, je pense que ça, c'est le grand problème aujourd'hui que nous avons, au-delà de la France, c'est l'Union européenne. Là, on en reparlera peut-être sur le Brexit. On a deux grandes claques devant nous. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Trump qui nous dit les Européens, de toute façon, vous êtes nuls. Et puis, le Brexit, les Anglais qui disent nous, on ne veut plus de vous. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Rien. On n'a aucune réponse. Donc c'est ça. Et que j'ai dit depuis des années, la zone euro notamment n'est pas terminée. On a oublié la fin de la zone euro. C'est-à-dire qu'il faut une union politique, une union fédérale. Il faut quelqu'un qui parle d'une seule voix et qui a du pouvoir. Voilà. Qui va parler? Hollande, il s'en va. Donc, il va parler. Merkel, elle est prête déjà en campagne. Les Italiens, il n'y a plus les Espagnols. Qui aujourd'hui parle au nom de l'Europe? C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, on a les États-Unis qui sont une vraie puissance, unis, plus ou moins. Les Chinois, une vraie puissance, là aussi complètement unis. Bon, même c'est une dictature, donc c'est encore plus facile, mais bon. Et même les Anglais, maintenant, nous font le même coup. Donc, oui, on pourrait effectivement
je dirais, répondre à cela en mettant aussi des droits de douane. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas oublier que si on rentre dans cette logique, on sera tous perdants. Je ne veux pas faire peur, mais il faut savoir qu'après la crise de 29, c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un mouvement de repli sur soi. Et tous les pays ont mis des droits de douane, on a fermé les frontières. Et ça s'est terminé comment? Malheureusement, par la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut éviter ça. Donc, il faut rester ouvert, finalement. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons nos entreprises, celles de l'APM notamment, de plus en plus d'entreprises font leur chiffre d'affaires à l'international. Donc, si on s'amuse à mettre des droits de douane, ben les autres vont faire pareil pour nous, ou du moins contre nous, donc on n'arrivera plus à exporter. Ou alors, c'est d'ailleurs ce que veut Trump. Trump, il nous dit, mais les produits français, moi je veux bien, mais faites-les chez nous. Vous voyez? Donc ça devient dangereux. Et donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, le meilleur moyen de répondre au protectionnisme, c'est quoi? C'est d'être plus fort que les autres. C'est-à-dire, voilà, baisser la pression fiscale, baisser la pression réglementaire, fluidifier le marché du travail. Ça, c'est pas du protectionnisme, mais ça, c'est de la vraie compétition. Vous voyez? On y donc, reviendra après. Si effectivement on fait ces réformes, si on baisse la pression fiscale, on n'a même plus besoin d'être protectionniste, parce qu'on est meilleur que les autres. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut faire attention. C'est qu'aujourd'hui, dans un monde ouvert, justement, si on n'a pas ce qu'on veut chez nous, ben on va voir ailleurs. Et moi c'est ce qui m'inquiète pour moi, d'ailleurs, je le dis depuis longtemps, ce que font les Anglais qui nous disent on va eux aussi baisser l'impôt sur la société à 15%, c'est une porte ouverte, justement, à dire venez chez nous. Comprenez? Donc nous, il faut qu'on réagisse. Et il ne faut surtout pas, quand je vois les programmes des candidats aujourd'hui à la présidentielle, je suis un peu inquiet. Je les ai notés dans mon dernier livre, effectivement. J'ai mis la meilleure note à François Fillon, avant d'ailleurs qu'il soit élu, enfin qu'il gagne la primaire du moins. Mais bon, il y a des choses à améliorer, parce que je ne mets que 7 sur 10. C'est pas non plus une super note. Mais bon, quand je vois les autres programmes, c'est sous la moyenne, quoi. Donc, il faut faire attention. Alors, pour revenir au Brexit, justement, les conséquences pour l'Union européenne, pour la France et pour l'économie britannique. On a l'impression, finalement, qu'ils vont bien s'en sortir, les Britanniques. Ben oui, comme d'habitude, c'est malheureux à dire, mais alors, en fait, là aussi, c'est très simple. Il faut regarder la réalité économique en face. Parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup de marketing, de poudre aux yeux, d'esbrouf. Moi, depuis le Brexit, j'arrête pas de faire des interviews. On me dit, alors, il paraît que la City de Londres va arriver à Paris. HSBC, hier, a annoncé la création de 1000 emplois en France. Formidable. Quelle arnaque. Il faut être sérieux. Les Anglais ne vont pas quitter un paradis fiscal pour un enfer fiscal. Il faut être sérieux. D'autant que, ça, on n'en parle pas, la France, l'Europe veut pratiquer ce qu'on appelle la taxe sur les transactions financières. Donc c'est-à-dire que les marchés financiers vont être plus taxés. Déjà, c'est énorme, mais on va être encore plus taxés juste sur les transactions en France qu'au Royaume-Uni. Il faut être sérieux. Dans qu'a dit HSBC, c'est très simple. Donc c'est 1000 personnes sur 50 000 personnes qui travaillent effectivement au Royaume-Uni pour HSBC, donc c'est pas grand-chose. Mais surtout, ces personnes-là, je dirais, c'est des personnes qui travaillent uniquement avec le marché unique, sur l'Union européenne. Donc évidemment, et c'est là où ça va être très délicat, c'est vrai que si les Anglais font vraiment ce qu'on appelle un hard Brexit, ça veut dire, voilà, globalement, on coupe tous les ponts avec l'Union européenne. Et là, je pense que c'est dangereux, pour tout le monde, mais notamment pour les Anglais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, on a ce qu'on appelle le passeport financier, qui permet justement à un Anglais de travailler avec des Européens, comme s'il était à Paris, ou à Dublin, ou à Francfort. Et donc si demain on fait vraiment un hard Brexit et qu'on supprime ce passeport financier, alors là, évidemment, les 1000 personnes d'HSBC, c'est quoi? Des personnes qui s'ils n'ont pas ce passeport, évidemment, ça ne sert à rien qu'ils soient au Royaume-Uni, parce qu'ils ne pourront plus travailler avec leurs clients. Donc c'est normal qu'ils viennent ici. Alors en France, c'est parce que HSBC a une grande plateforme en France, mais c'est clair que d'un point de vue aussi de la compétitivité, je pense qu'il y aura plus de gens qui iront en Allemagne, voire en Irlande, où il y a moins de pression fiscale, qu'à Paris. Donc vous voyez, il faut être sérieux de ce point de vue-là. Donc à partir de là, une fois qu'on a dit ça, donc je ne crois pas à un mouvement massif, après il y a un grand enjeu un peu structurel, ce qu'on appelle la croissance structurelle. La croissance structurelle, c'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Vous voyez, le rythme de croisière de la croissance. Donc, c'est là où le bas blesse, c'est qu'au Royaume-Uni, même aux États-Unis d'ailleurs, la croissance structurelle est d'environ 2,5%. Ça veut dire qu'il y ait une crise, ou avec ou sans crise, mon rythme normal, mon rythme de croisière, c'est 2,5%. Hors inflation, bien sûr. Ce qui est un bon niveau. Ça permet de créer des emplois, donc tout va bien à ce niveau-là. Chez nous, en Europe et en France, c'est combien? Quand je dis en Europe, dans la zone euro. Et nous, en France, c'est entre 0,7 et 0,8%. Donc voilà le problème. C'est que si demain j'ai une claque comme le Brexit qui se passe mal, admettons, ça peut arriver, même si j'y crois pas, mais enfin on ne sait jamais, ça peut arriver. Je pense qu'on va trouver des terrains d'entente. C'est une négociation. Les Anglais ils tapent du poing sur la table, et puis on va trouver des terrains d'entente. Si jamais ça se passe mal, et que ça nous coûte 1 point de croissance, donc les Anglais ils partent de 2,5, vous enlevez 1, il vous reste 1,5. Nous on part de combien? 0,8.
Si vous enlevez 1, on est à moins 0,2. Vous voyez le problème? Donc c'est ça, c'est que malheureusement, et c'est ça qui est horrible, je pense que le Brexit peut nous coûter plus cher à nous, je l'explique également dans le livre, donc dans l'Union européenne, qu'au Royaume-Uni. Parce que les Anglais sont prêts. Les Anglais ont le plein emploi. Les Anglais ont fait des réformes. À la rigueur, ceux qui sont prêts, c'est les Allemands. Et c'est là où, une de mes craintes d'ailleurs que j'avais dans le livre, c'est pas le Brexit, c'est le Jerxit. C'est-à-dire que Ger pour Germany. C'est-à-dire que nos amis allemands, ils vont nous dire, écoutez les gars, bon, on en a assez, on s'en va, on vous laisse. Ça, c'est extrêmement dangereux. Oui. Bon, j'espère pas qu'on en arrivera là. Mais là aussi, ça montre l'importance des élections cette année. Parce qu'il faut que justement, nous les Français, qui sommes malheureusement le dernier pays qui n'a toujours pas modernisé son économie, il ne faut quand même pas l'oublier, les Allemands l'ont fait en 2002. On est en 2017. 15 ans de retard. Ça passe vite, c'est sûr, mais c'est vrai que ça fait peur. Et donc là, évidemment, en fonction des élections, si on continue ce qui s'est passé jusqu'à présent, la France ira malheureusement très très mal. Alors justement, il y a une question d'un adhérent. 15% d'impôt sur les sociétés en France. Est-ce que c'est réaliste? Ce serait une bonne mesure? Alors oui, bien sûr, ça serait formidable. Oui, ça serait formidable. Mais alors, après, il y a effectivement ce qu'on peut souhaiter, et puis après, il y a ce qui est réalisable à court terme. Malheureusement, à court terme, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, globalement, il faudrait baisser très fortement les dépenses publiques. Or, ça prend un peu de temps. Par contre, ce qui est possible, tout à fait jouable, c'est qu'on peut effectivement baisser l'IS à 20%. Ça, c'est tout à fait jouable. On préfère à 15, mais c'est un objectif. 20, c'est tout à fait jouable. Par contre, effectivement, il faut baisser derrière la dépense publique. Tout le problème, effectivement, par exemple, du programme de Fillon, qui est, à mon avis, le seul qui peut sauver la France. Parce que quand j'entends Macron, par exemple, qui veut monter la CSG, incroyable cette affaire. La CSG, je vous rappelle, un impôt temporaire, créé par Michel Rocard en 1991. Vous voyez, on est en 2017. Et M. Macron, qui soi-disant, c'est la nouvelle, la révolution, il veut monter le taux de CSG. Mais c'est pas la nouvelle économie, c'est l'ancienne économie. Non, faut être sérieux. Hein. Macron, pour moi, c'est Hollande bis. Ah bon, peut-être un peu plus jeune, c'est sûr. Ah bon, puis il a des goûts peut-être différents, je ne sais pas. Mais bon, ceci étant, non. Je pense que sans faire de politique, aujourd'hui, le seul programme qui tient la route, malgré tout, c'est celui de Fillon. Sauf que, attention, s'il augmente le taux de TVA, et je l'ai prévenu, hein, je peux vous le dire, je l'ai prévenu, je leur dis, si vous montez le taux de TVA, vous allez avoir une récession. Sans parler des grèves, etc. Donc ça, c'est très dangereux. Parce que la France ne pourra pas supporter une récession en 2017. Donc, mon idée, elle est simple. Moi, je dis qu'il faut de la confiture pour faire passer la pilule. C'est-à-dire qu'il faut effectivement baisser les impôts, bien sûr l'IS, on vient d'en parler, et aussi, justement, la CSG, un impôt que tous les ménages payent, et ça permettra de donner du grain à moudre, en disant, voilà, là, on crée de la cohésion sociale. Voilà. Tous les Français, on vous fait quelque chose pour vous, on baisse la CSG, parce que tout le monde paye la CSG, depuis l'étudiant qui a une bourse jusqu'au retraité. Vous voyez, tout le monde la paye. Donc à partir de là, on crée ça s'appelle du lien social. C'est très important, parce qu'il faut créer une adhésion. Parce que le programme, il n'est pas facile. Hein. Effectivement, il faut réduire les dépenses publiques, et c'est là que le bas blesse, parce qu'en France, on ne sait pas faire. Or, c'est là où ça devient presque facile, puisqu'en France, la dépense publique, c'est 57,1% du PIB. L'un des niveaux les plus élevés du monde. Hein. Vous le verrez dans le livre, il n'y a que 6 pays qui font plus que nous dans le monde. Vous voyez. Alors, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Vous avez les îles Tuvalu. Ah oui, les îles Kiribati, le sultanat du Brunei, les îles Marshall, le Lesotho et la Libye. Bon, je ne sais pas comment on fait les chiffres avec la Libye. Bravo pour ta mémoire, en tout cas. Ah ouais, bah, forcément, c'est important, c'est pour ça que c'est important d'écrire. Et alors là, il y a la Finlande qui nous rejoint là, cette année en 2010, donc ça va faire 7 pays. Oui, c'est un club très sélect. Hein, oui, pour rentrer dedans, il faut être sérieux. Et si à la rigueur, avec ces 57%, j'avais 4% de croissance, je dirais c'est pas grave. Mais on a, vous savez, depuis 2008, on a 0,4% de croissance en moyenne par an. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter d'avoir 57% de dépenses publiques avec seulement 0,4% de croissance. Et après, on a un problème que j'appelle mathématique. Comment financer 57% de secteur public par 43% de secteur privé? Oui, ça ne colle pas. Vous comprenez? Donc c'est là où, effectivement, il faudra baisser les dépenses. Et donc c'est là où ça devient facile. Puisque, à l'arrière, quand vous avez peu de dépenses publiques, les baisser, ça fait mal. Que nous, on en a énormément. Il faut simplement optimiser la dépense publique, c'est-à-dire l'améliorer. On sait très bien qu'on a des doublons, on sait très bien qu'on peut faire des efforts sur les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté en 10 ans de 100 milliards d'euros. Et là, vous avez un pactole, entre guillemets, de 100 milliards, on peut baisser sans coût économique, sans coût social. Vous voyez? Parce que c'est des doublons, c'est du plus. Oui, ça fait que certains diront que ça fait du chômage en plus. Non, pas forcément, parce que justement, vous avez déjà des dépenses, vous avez des doublons. Vous avez, alors, par exemple, les régions et les départements. Pourquoi?
quoi, deux entités. Fusionnons. Vous voyez, vous avez le cumul des mandats, etc. Bon, dans le livre, je donne le détail, je ne vais pas donner tout le détail, mais il y a énormément de dépenses, entre guillemets, faciles, avant de toucher aux problèmes de santé, où là aussi, on peut faire des efforts. Non pas en tuant la sécurité sociale, mais en l'améliorant. Tous les pays du monde l'ont fait, c'est ce que je veux dire. Et donc, pour sauver notre système social, il faut l'améliorer, sinon il court à la catastrophe, il court à la faillite, il est déjà en faillite. Vous savez qu'il y a 2 caisses de retraite qui sont en faillite aujourd'hui. Donc il faut sauver ce système pour le maintenir, sinon après il va exploser. Donc c'est là où ça devient possible. Donc c'est là où je dis oui, on peut baisser l'IS, peut-être pas à 15, mais au moins à 20. Oui, on peut baisser la CSG, mais avec des efforts derrière. Et puis surtout, c'est le plus important, baisser les charges qui baissent sur le travail, les faire répercuter sur le taux de TVA, certes, mais sans augmenter le taux de TVA. Donc c'est-à-dire en réduisant les dépenses que finance actuellement la TVA. Parce que si on passe un taux de TVA à 23%... Autant de recettes, mais moins de dépenses. Voilà. À ce moment-là, vous allez avoir une récession. Donc, surtout pas. Et alors après, il y a l'effet cerise sur le gâteau, sur lequel parie Trump d'ailleurs, qui est que si je baisse mes impôts, je génère un effet de confiance et un effet de croissance, et donc je finance ma baisse d'impôts par la croissance. Voilà. Ça prend 6 à 9 mois. Ça prend un peu de temps. Pendant 6 à 9 mois, il va falloir un petit peu calmer le jeu en disant, bon, vous inquiétez pas, on a un peu de hausse du déficit public, mais on fait des efforts. Voilà. Après, il faut être sérieux. Il ne faut pas dire je fais des efforts puis je ne les fais pas. Vous voyez. Et là, on a tout gagné. Et là, on a sauvé la France et on sauve la zone euro. Parce que c'est ça le but. Donc il y a une question. Quel candidat sera le plus performant pour mener ces réformes finalement, Fillon pour l'instant, encore une fois, moi je ne fais pas de politique. C'est vrai que Fillon a repris pas mal de mon livre d'avant qui était la thérapie, guérir la France, la thérapie de choc. Tant mieux. Moi, je soutiens personne, on va dire publiquement, etc. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, à bon sens, le candidat qui a les moyens de le faire, c'est plutôt François Fillon. Mais ma crainte, c'est qu'effectivement, il se heurte, disons-le, à la CGT, etc. Et que on a une question en ce sens. Ces premières mesures génèrent 3 mois de grève. On ne peut pas se permettre 3 mois de grève. Et monter le taux de TVA, ça aussi, mais je leur ai dit, je leur ai dit, faites attention. Alors pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu déçu, parce qu'ils ne m'ont pas dit d'accord, ils veulent continuer, ils veulent garder leur programme, c'est un peu dommage. Si vous montez le taux de TVA, là aussi, on va grever le pouvoir d'achat, et vous aurez du chômage, et vous aurez de la récession. Donc non. Et parce qu'on m'a répondu, l'Allemagne l'a fait, c'est vrai, mais il y a 2 problèmes. L'Allemagne l'a fait en 2002, et il y a eu une récession à cause de ça. Et puis, nous ne sommes pas des Allemands, comme vous le savez. C'est-à-dire que les Allemands ont ce sens du sacrifice que nous n'avons pas forcément. Parce que les Allemands ont une culture économique que nous n'avons pas. Donc si vous dites aux Français, ça va être des larmes et du sang, ça ne marchera pas. Moi, en tout cas, j'espère qu'on évitera ce piège. C'est un piège. Et si après, effectivement, Fillon est élu et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va nous rester? La révolution? J'espère pas. Non, voilà. Donc voilà. Donc il faut du bon sens. Voilà. Parce que moi je souhaite la victoire du bon sens aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être honnête. Je me déplace beaucoup en province. Il y a un vrai malaise, voire un vrai mal-être social, sociétal, qui pousse certaines personnes à voter pour des partis extrémistes en disant voilà l'extrême droite, la fin de la zone euro. Ok. Alors là évidemment, mais là c'est 10 ans de crise. 10 ans de crise. Ou alors Mélenchon, alors ça m'épate. Bon, je lui ai quand même mis 1 sur 10 dans les notes. Il est gentil, c'est un bon acteur, Mélenchon. Le problème, c'est que, je lui ai dit d'ailleurs en débat il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, monsieur Mélenchon, votre programme, on l'a déjà essayé. Ça s'appelait l'URSS. Vous voyez? Et il y a eu des millions de morts. Et moi, ce qui m'épate, c'est que des jeunes, bon, je suis toujours jeune, des plus jeunes que moi, on va dire, comme vous, ouais, un peu plus jeunes encore, se disent, ouais, Mélenchon, c'est l'avenir. Excusez-moi l'expression, pour les jeunes, ça fait flipper. C'est ce que je veux dire? Non, faut être sérieux. L'avenir, c'est pas l'URSS. Est-ce que tu vois cependant une amélioration, une question d'un adhérent, entre le monde syndical et le monde des chefs d'entreprise? Moi, ça fait longtemps que je fais des conférences. Également, parfois, il y a des syndicalistes qui sont là. Et moi, je suis toujours frappé que les syndicalistes, en fait, c'est pas des gens, à part certains, c'est pas des gens obtus. Simplement, c'est vrai qu'ils ont une sorte de... ils défendent un certain dogme. Donc, moi, je dis, il faut sortir du dogmatisme. Et c'est pareil, même au niveau parfois du patronat. Je donne toujours l'exemple de Volkswagen en 2002-2003, où ça allait très mal en Allemagne, ça allait très mal pour Volkswagen, et ils ont fait des réformes, ils ont dit aux syndicats, on va devoir geler les salaires. Les syndicats ont dit d'accord, parce qu'on est conscient que pour sauver l'emploi, il faut d'abord sauver l'entreprise. Ce que ne sont pas conscients beaucoup de chefs d'entreprise, de chefs de syndicats, et en particulier de politiciens également. J'entends, quand on entend Montebourg ou Filoche, etc., un jour, Filoche m'a dit, oui, voilà, moi je préfère qu'une entreprise fasse faillite plutôt qu'elle ne respecte pas le droit du travail.
Enfin, c'est complètement suicidaire d'entendre des trucs pareils. Donc, voilà. Donc, à partir de là, oui, il faut sortir du dogmatisme. Et donc, je termine sur Volkswagen. Et ça a marché pour Volkswagen, plus les réformes en Allemagne. Et donc, ils avaient gelé les salaires pendant 7 ans. C'était le programme, l'accord avec les syndicats. Sauf qu'au bout de 3 ans, les profits sont revenus. Qu'a fait Volkswagen? Il dit, pas de problème, on distribue des primes. Ils auraient pu continuer le gel des salaires. Non, on distribue des primes à tout le monde. Vous voyez, c'est ce climat de cohésion sociale. Nous, on a un climat de lutte des classes. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, il faut sortir de ça. Et pour le faire, il n'y a qu'un seul moyen. Voilà, il y a l'APM, par exemple. On doit développer la culture économique des salariés, et j'invite, je le fais à chaque fois dans les réunions APM, et j'invite à le faire, tous les dirigeants d'entreprise, à le faire dans leurs entreprises, prendre ces salariés et leur expliquer comment ça marche. Comment fonctionne une entreprise, c'est quoi un profit, c'est quoi, comment on fixe un salaire, par exemple, etc., pour faire comprendre. Justement, une question d'un adhérent à ce sujet, peut-on encore croire à l'esprit entrepreneurial en France? Oui, moi j'y crois en tout cas, sinon, et l'APM en est un bel exemple. Que finalement aujourd'hui, et aujourd'hui aussi, je parlais des jeunes tout à l'heure qui vont à Mélenchon, mais heureusement il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent créer leur boîte aujourd'hui. Donc ça c'est un aspect positif de l'ubérisation qu'on appelle. Moi je suis un peu contre l'ubérisation, on va en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez, ce qu'on appelle la destruction créatrice. Parce qu'aujourd'hui on fait peur, oh là là, on dit ouais, le numérique, ça va détruire des emplois, il faut donner un revenu sans travailler. Alors, la grande lubie, un grand leurre évidemment. Non, c'est vrai qu'on va détruire des emplois dans certains secteurs, mais on va en créer plus ailleurs. Et là, effectivement, je le dis aujourd'hui, nos jeunes ont besoin de comprendre qu'on peut créer des entreprises, qu'on peut s'en sortir. Pour ça, évidemment, il faut réduire la pression fiscale, réglementaire, parce que c'est ça le problème. Moi, j'ai fait le calcul, il y a déjà quelques années, mais ça marche toujours aujourd'hui. Un patron de PME, aujourd'hui, comme un adhérent à PM, par exemple, sa PME gagne 100. C'est lui l'actionnaire unique de sa PME. Sa PME gagne 100. Une fois qu'il paye les impôts sur sa PME, qu'il paye les impôts à lui-même, privé, personnel, il lui reste combien? 25. Donc ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, déjà, pour gagner 100, c'est dur, mais s'il ne nous reste que 25, on se dit, attendez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mouiller la chemise? Mais c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, il faut aujourd'hui, moi je dis 50-50, c'est très bien. Parce qu'on est tous prêts à payer les impôts, et c'est normal, il faut une cohésion sociale, c'est normal. Par contre, il ne faut pas que ça devienne prohibitif. Justement, l'impôt, il y a une question sur l'ISF. Pour ou contre l'ISF? Voilà, l'ISF, là aussi, il faut être honnête, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que globalement, bon, les rentrées sont limitées, mais surtout, il y a une déperdition énorme. Je vais régulièrement en Belgique pour faire des conférences, notamment pour l'APM d'ailleurs, on leur fait coucou. Hein, c'est, comment ça s'appelle, APM Luxe APM Belux. APM Belux, voilà, Belux, c'est ça. Et effectivement, j'ai découvert qu'aujourd'hui, le patrimoine des Français en Belgique, atteint 50 milliards d'euros. Pourquoi? Énorme. ISF. Mais voilà, c'est que la Belgique. Je ne parle pas de ceux qui sont au Luxembourg, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont un peu partout dans le monde, uniquement à cause de l'ISF. Donc, c'est ça, il y a un faux débat sur ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, je dirais, l'assiette fiscale. Si je monte mes impôts, en fait, vous avez des gens qui, s'ils peuvent, ils vont partir. Vous allez avoir moins de croissance, donc vous allez réduire l'assiette fiscale. Donc vous ponctionnez plus sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, vous avez moins de recettes fiscales. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'ISF, je pense que son coût est supérieur à ses rentrées. Le coût, quand je dis le coût, c'est-à-dire tous les gens qui sont partis. Parce que ces 50 milliards de patrimoine, ce n'est pas que du patrimoine des Français qui sont en Belgique, c'est des gens qui consomment en Belgique. Et donc, on perd aussi les recettes de TVA, par exemple. Vous comprenez? Donc, c'est énorme. Donc voilà, c'est la politique de Trump ou des Anglais aujourd'hui qui est de dire non, mais restez chez nous parce que finalement, on va vous faire tout ce qu'il faut. On va baisser la pression fiscale et on va y arriver. Et là, c'est formidable, parce que si je génère de la croissance, j'ai des vrais emplois, j'ai un taux de chômage qui baisse, pas artificiellement comme en France, et là, à ce moment-là, effectivement, on peut s'en sortir. Une question d'un adhérent, toujours. On a parlé des secteurs porteurs. Quels sont-ils en France aujourd'hui? Alors, moi, je mise constamment, effectivement, sur l'innovation. Je pense qu'il faut constamment, effectivement, innover. Ça, c'est la réponse que tu apportes à nos dirigeants. Tout à fait, dans tous les secteurs, effectivement, d'activité, parce qu'il y a toujours, encore une fois, je le dis, mais d'ailleurs, c'est l'une des maximes du livre, hein, qui commence comme ça, un proverbe chinois, dit « Quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins ». Ouais, donc voilà, j'espère que les dirigeants APM font des moulins plutôt, c'est-à-dire ils profitent du vent. Vous comprenez? Parce que c'est ça le problème, c'est que nous, dès qu'effectivement il y a du changement, oh là là, on a peur, oh là, il faut fermer les frontières. Non, il faut y aller, il faut profiter effectivement. Donc l'une des réponses, c'est l'innovation. Les crises sont des phases d'opportunité. Donc, et ça, c'est quand même la force
de nos entreprises. Et donc, je profite pour le dire aujourd'hui, je dis toujours que nos entreprises françaises sont plus compétitives que les entreprises allemandes ou américaines ou anglaises. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on fait tout pour l'entreprise. On baisse l'IS, on baisse les charges, on fluidifie le marché du travail, et en plus, il y a de la croissance. Donc c'est presque facile de faire du business. Alors que chez nous, on n'a jamais eu autant d'impôts, on a un marché du travail toujours très rigide, et en plus, il n'y a pas de croissance. Et pourtant, nos entreprises s'en sortent. Donc ça veut dire quoi? Qu'elles sont plus fortes qu'ailleurs. Donc vous voyez, il ne suffit de pas grand-chose pour qu'on retrouve notre excellence. Donc ce ne sont pas les entreprises françaises qui ne sont pas compétitives, c'est l'économie française qui est sous-compétitive par rapport à ses concurrents. Donc là, effectivement, il faut s'en sortir. Donc nos entreprises sont très fortes, parce qu'elles ont compris, justement, elles sont aguerries aux crises. Elles ont compris qu'il faut constamment, effectivement, innover. Donc les secteurs, pour répondre vraiment à votre question, bon, il y en a beaucoup, bien entendu. Moi, je mise toujours sur ce que j'appelle les nouvelles technologies de l'énergie. Tout ce qui est nouvelles technologies de l'agroalimentaire, les NTA. Par exemple, l'agroalimentaire, l'agriculture qui souffre aujourd'hui, mais c'est une force de la France. Donc, il faut continuer à innover, à investir. On a également, bien sûr, tout ce qui est biotechnologie, tout ce qui est nanotechnologie. Et puis surtout, il y a aussi les services. Parce qu'on oublie souvent, mais par exemple, le secteur de la santé, il y a un boulevard de croissance. Ne serait-ce que dans les services. Alors espérons, dans l'hôtellerie, ça va redémarrer aussi, mais vous voyez, dans le tourisme, pour l'instant, c'est un peu dur avec tout ce qui s'est passé, mais globalement, on a, je dirais, une dynamique de croissance qui est là. Vous savez, chaque année en France, il y a à peu près 300 000 offres d'emploi non satisfaites. C'est-à-dire, il y a du boulot, il n'y a personne qui en veut. Et pourtant, on a un taux de chômage à 10%. Les gens sont mal formés, c'est ça? Ou sont pas formés? Ou alors il n'y a pas cette culture forcément du travail. C'est ça aussi le grand drame, notamment des 35 heures, c'est qu'on a cassé effectivement la culture du travail. Donc il faut retrouver ça. Et puis c'est vrai que des fois, il n'y a pas les formations. Parce que avoir des bacs plus 5, en veux-tu, en voilà, en histoire de l'art, moi j'aime beaucoup l'histoire de l'art, mais il faut savoir que les débouchés sont très limités. Et que quand on fait un bac plus 5 en histoire de l'art, le pourcentage de chance d'être au chômage est très élevé. Ou alors, il faut évidemment accepter un emploi à un niveau beaucoup plus bas que bac plus 5 qu'un master. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, le danger. Il n'y a pas de saut métier. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des plombiers qui gagnent beaucoup mieux que leur vie que certains ingénieurs ou certains diplômés de bac plus 5. Alors, nos adhérents sont aussi des parents, et il y a une question en ce sens. Est-ce que tu conseillerais à leurs enfants de quitter la France? Est-ce la solution? Alors, c'est une question très délicate. Parce que moi, à titre personnel, c'est ce que je fais de toute façon. Mes enfants sont à l'université aux États-Unis, enfin à l'étranger, on va dire. Donc voilà, donc je dis aujourd'hui, c'est même pas parce que moi j'adore la France, c'est un pays formidable, c'est notre pays. Quand on voyage dans le monde, on se rend compte que la France, c'est un super pays. Donc ça fait de la peine de dire ça. Ça fait de la peine. Mais, je veux dire, c'est pourquoi les élections de 2017 sont très importantes pour moi. Si effectivement, on fait les bons choix stratégiques, comme une entreprise, la France va redémarrer. Et la France va retrouver sa puissance. Si ce n'est pas le cas, alors là, je suis inquiet. Oui, je suis inquiet, il faut être très honnête. Donc, à partir de là, il faut espérer que si vos enfants vont étudier à l'international, moi, c'est mes étudiants qui me le disent aussi, les étudiants que j'ai à Paris 1, moi, Sciences Po ailleurs, ils me disent, moi, je cherche des stages à entrer dans des entreprises à l'international. À la rigueur, c'est pas grave, ça fera une bonne expérience. Donc, parce qu'un de nos grands problèmes, il faut le reconnaître, c'est qu'on ne parle pas anglais, on n'a pas une culture internationale, c'est un grand problème. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne mesure de dire à nos enfants, étudier à l'étranger, en partie, et puis après, on verra. Si la France est améliorée, on pourra revenir, sinon, il faudra faire un choix. Mais c'est triste d'en arriver là. C'est quand même triste. Mais ça, c'est le problème de la mondialisation. C'est que la mondialisation, donc le monde est ouvert. Donc, si ce que vous avez chez vous ne vous convient pas, eh bien, forcément, vous partez. Mais c'est quand même triste, parce que moi, je suis toujours là, malgré tout, c'est que j'y crois encore. J'y crois encore, mais j'ai eu plein de propositions pour être à l'étranger. J'ai refusé parce que j'y crois encore. Et puis bon, je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Maintenant, plus le temps passe, plus c'est dur, parce que ça, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait quasiment 20 ans moi, que je milite pour ces réformes. Et c'est vrai que des fois, on se dit, peut-être qu'on prêche un peu dans le désert. Alors heureusement que ces entreprises sont là, pour justement nous montrer qu'on peut y arriver. Jusqu'à quand? Vous savez, c'est le principe de la corde. Tant qu'il y a un fil qui tient, la corde, elle tient. Mais le jour où le fil casse... Voilà. Alors, parmi les inquiétudes aussi des chefs d'entreprise, des Français d'une manière générale, l'ubérisation. Alors, tu l'évoques aussi dans ton livre, menace ou opportunité? Non, moi j'appelle ça l'uberté, ou l'uberné. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi une grande arnaque. Uber perd $1 milliard par an. C'est
quand même énorme. Donc ça fait penser beaucoup à la révolution qu'on appelait la bulle Internet. C'est-à-dire, beaucoup d'entreprises ne gagnaient rien, faisaient des pertes, et on les valorisait en bourse à des sommes folles. Et on valorisait les pertes. Alors certains disent que ça s'appelle l'euphorie, moi j'appelle plutôt de la bêtise. Oui. C'est ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. L'ubérisation dans le sens, effectivement, on est sur un monde beaucoup plus connecté. Ça, c'est une réalité. Évidemment, on ne va pas le refuser. Mais attention, par exemple, le problème d'Uber aujourd'hui sur le transport, est-ce que c'est un métier, taxi? Donc, avoir un diplôme, avoir une assurance, avoir effectivement, je dirais, une sécurité, avoir tous les enjeux de santé, par exemple, tous les enjeux sanitaires, tout ça, l'Uber n'en parle pas tellement. Vous voyez, donc, il faut être prudent. En tout cas, moi, je pense qu'il faut un cadre. Ce qui est sûr, c'est que ça permet de donner un petit peu d'emploi à certains, mais on le sait très bien aujourd'hui qu'il y a des arnaques aussi. Et que souvent, les arnaqués, c'est et le consommateur et aussi le producteur d'Uber. Parce qu'il est hyper ponctionné, etc. Donc il ne gagne pas forcément sa vie. Il croit qu'il gagne sa vie, mais à la fin, il ne gagne pas grand-chose. Donc moi, je suis pour déréglementer, c'est vrai, mais il faut quand même un certain cadre réglementaire aujourd'hui. Il faut décloisonner, c'est sûr. Mais attention, cette ubérisation, c'est aussi, je dirais, un danger si on l'a fait sans jalon. Il faut effectivement qu'il y ait des jalons. C'est ce qui fait, encore une fois, c'est la sécurité du consommateur et également du patron d'entreprise, entre guillemets. Donc là aussi, il faut faire attention. Je pense qu'il y a une petite bulle qui s'est formée, et il y aura ensuite un apaisement, on va revenir à un plus grand réalisme. Et là, encore une fois, il faut être honnête, l'ubérisation, c'est aussi un moyen c'est une sorte de paradis fiscal, entre guillemets, de contourner un peu, c'est une sorte d'évasion fiscale, plus ou moins. Voyez. Donc là aussi, si on baisse la pression fiscale, on n'aura pas besoin de passer outre. Aux États-Unis, si vous avez 15% d'impôts, vous n'allez pas vous amuser à frauder, comprenez, ou à chercher des moyens de payer moins d'impôts. 15%, c'est rien, comprenez, c'est pas pour les entreprises. Hein. Oui. Donc à ce moment-là, on n'aura pas besoin de le faire. D'accord. Donc voilà, donc je pense que c'est ça, la clé elle est là. La clé elle est sur la baisse de la pression fiscale. Alors une question encore franco-française, avant de repasser à des questions plutôt internationales. Est-ce que, alors c'est une question, c'est aider les entreprises qui marchent à se développer plutôt que de soutenir des entreprises en difficulté? Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr, tu as raison, mais l'auditeur a raison. C'est vrai qu'on a aujourd'hui un grand problème sur des aides qu'on donne parfois dans le vide. Ce qu'on appelle des effets d'aubaine. C'est-à-dire que finalement, l'entreprise, elle aurait fait, puis finalement, on va quand même l'aider. Ou parfois, effectivement, des entreprises qui ne sont pas viables. Bon, il faut faire attention aussi, des fois, effectivement, il y a la casse sociale qui va être engendrée. Donc moi, je pense, encore une fois, je ne suis pas tellement pour les aides. Vous savez, c'est le proverbe chinois, encore une fois, je suis désolé, le proverbe chinois qui dit, quand on voit quelqu'un en difficulté ou un pauvre, qui a faim, si on lui donne un poisson, il va manger une journée. Alors que si on lui apprend à pêcher, il va manger toute sa vie. Bon, il faut aimer le poisson, c'est sûr, mais toujours est-il que, voilà, pour moi, aujourd'hui, elle est là, la solution. Quand je donne des aides, c'est dangereux, les aides. Enfin, des fois, on n'a pas le choix, vraiment, il y a des gens très bons. Oui, il y a quand même des secteurs stratégiques en France. Évidemment, c'est sûr, mais si vous baissez la pression fiscale, la pression réglementaire, vous faites effectivement des fonds d'investissement, par exemple, dans l'innovation, qu'ils soient publics ou privés, vous voyez, pas simplement des fonds d'aide parce que vous êtes copains dans le même parti politique, etc. Vous voyez, là, on n'aura plus besoin d'aide. Parce que de nous-mêmes, on va effectivement être dynamique. Tout ce qu'on appelle les niches fiscales, etc., c'est quoi? C'est que comme on est conscient qu'on a créé trop d'impôts, alors on met la niche à côté. Et donc finalement, ceux qui ont accès effectivement à des fiscalistes ou autres, ils s'en sortent bien, puis ceux qui n'y ont pas accès, c'est eux qui payent la facture. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc oui, il faut, là aussi on a besoin d'un ordre stratégique, d'une vision stratégique, et ça c'est que l'État, c'est le rôle de l'État normalement dans l'économie, justement d'avoir les moyens d'investir sur le long terme. L'une des forces de la France aujourd'hui c'est quoi? C'est effectivement l'Airbus, le TGV, enfin des investissements de long terme, le nucléaire, l'espace. C'est l'État qui a payé à la base, parce qu'il avait un horizon de long terme. Là, l'État pourrait avoir un rôle à jouer, sauf que là il est tellement empêtré dans une dette publique à 100% du PIB, dans les dépenses de fonctionnement énormes, il a oublié son rôle, qui est effectivement l'investissement dans l'innovation, la protection sociale, d'accord. Mais là, on passe son temps à gaspiller les deniers publics, donc c'est quand même pas normal. Que penses-tu du rôle de la BPI, justement? Effectivement, je pense qu'il y a un bon rôle sur le papier, c'est une bonne idée. Après, sur le terrain, on se rend compte que trop souvent, il y a un petit peu de copinage, il y a un petit peu d'arrangement, etc. Donc c'est dommage. C'était aussi les pôles de compétitivité. On a voulu faire de peine à personne, donc on a créé plein de pôles de compétitivité. Finalement, il n'y a pas, je dirais, la dynamique qui est souhaitée. Donc là aussi, l'État a un rôle, mais je pense que c'est plus sur
en termes d'innovation, en termes d'investissement qu'en termes d'aide. Voilà. Parce que l'aide, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. L'investissement, on sait qu'il crée des emplois tout de suite. Alors pour revenir à l'Europe, est-ce qu'il y a des scénarios qui sont à l'étude en 2017, justement, suite aux menaces que tu évoquais tout à l'heure, les élections en France, les élections en Allemagne. Je préfère pas en parler parce que c'est le début d'année et tout, vous commencez bien. Oui, non, bien sûr. Et pareil, le Brexit, bien sûr. C'est comment ? Oui, j'ai compris. Non, mais il y a des scénarios horribles. Il y a des scénarios où Marine Le Pen gagne les élections présidentielles, bien sûr. C'est un scénario. Bon, j'espère qu'il se réalisera pas, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, quand je vais beaucoup en province, je me rends compte qu'il y a quand même une vraie montée du populisme. Il y a une vraie montée, effectivement, et qui est dangereuse. Parce que ce n'est pas une solution. C'est-à-dire, tout casser n'est pas une solution. Et alors, c'est vrai qu'on nous dit, regardez, Trump aux États-Unis, le Brexit. Attendez, Trump, ça n'a rien à voir avec Le Pen. On sait qu'ils sont blonds tous les deux, certes. Mais à part ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump, derrière, il a une machine, je dirais, il a le Congrès, etc. Même si Marine Le Pen gagne la présidentielle, je ne pense pas qu'elle aura l'Assemblée, donc ça ne sera pas gouvernable. Voyez. Et puis la fin de la zone euro, imaginez, on se retrouve demain avec le franc, vous vous rendez compte ? C'est un gros problème. Donc, je ne vais pas vous faire peur, mais comme il y a la question, je vais vous le dire. La réponse, elle est très simple. Si Marine Le Pen, par exemple, gagne les élections, qu'est-ce qui va se passer le lendemain ? On ferme les frontières. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle d'échange. On sait très bien que tout le monde va vouloir partir, donc vous ne pourrez plus partir. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un second tour, donc on aura 15 jours pour partir. Je plaisante. Et bon, entre les deux tours. Mais ça dépend qui sera au deuxième tour face à Le Pen, là aussi. Mais elle a une chance. Donc, à partir de là, on sait ce qui va se passer. Son programme est clair. Elle va couper une partie de la dette, elle va supprimer une partie de la dette, donc ne pas la rembourser. Donc, c'est-à-dire que les porteurs de dette publique vont perdre de l'argent. Et après, donc, on ferme les frontières. Et surtout, il y a une recommandation du FMI qu'elle pourrait utiliser, qui est très dangereuse, qui est on prend de l'argent dans les comptes bancaires. Overnight, c'est-à-dire du jour au lendemain. Voilà. Donc, j'espère qu'on va quand même éviter d'en arriver là. Ça serait quand même souhaitable. Mais c'est un risque. Qu'est-ce qui serait souhaitable, justement, pour lutter contre les menaces Brexit et les menaces... souhaitable, simplement, il faut avoir une vraie zone euro. Je l'écris dans un livre il y a quelques années que j'avais appelé « Quand la zone euro explosera », qui était pour dire, c'est très simple, la zone euro n'est viable que si elle a ensuite ce qu'on appelle une union politique, une union fédérale. Ça veut dire avec un budget fédéral, une harmonisation des conditions fiscales, des conditions réglementaires, des dépenses publiques. Voilà. Et là, on parle d'une seule voix. Aux États-Unis, par exemple, c'est une vraie fédération. En Allemagne, c'est une vraie fédération. Donc, c'est-à-dire que le budget fédéral, c'est à peu près 20% du PIB. Donc, il y a un problème, là, le budget intervient. Parce qu'on est une vraie union politique. Donc, si on n'y arrive pas, parce que c'est peut-être qu'on n'y arrive pas, la zone euro va disparaître. Aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Mais elle ne pourra pas perdurer. Ou alors, elle sera tout le temps bancale et on sera tout le temps à la traîne des autres et on dira toujours « Oui, c'est à cause de la zone euro ». C'est dur d'entendre ce discours. Mais ce n'est pas complètement faux. Parce que justement, déjà, la zone euro, quand elle a été créée sur une base uniquement monétariste, de lutte contre l'inflation, d'ailleurs, j'ai lutté longtemps contre Jean-Claude Trichet, tout ça, ils nous ont fait une catastrophe, ces gens-là. Heureusement, maintenant, on a Mario Draghi qui a sauvé le système, mais pendant trop longtemps, on a voulu lutter contre une inflation qui n'existait pas. Donc on a tué la zone euro de ce point de vue-là. C'est vrai. Bon, mais l'erreur est humaine. Maintenant, il faut revenir. Mais voilà, si dans les 5 années à venir, on n'a pas une vraie réponse européenne, c'est-à-dire une vraie zone euro forte, on ne pourra jamais concurrencer les États-Unis, encore moins les Chinois et peut-être même pas les Anglais. Vous voyez, donc, que les Anglais aujourd'hui nous disent « Bon, écoutez les gars, on vous aime bien, mais nous on a le Commonwealth, puis on a nos amis américains, donc vous savez, c'est triste. » Oui. Vous comprenez ? Donc ça, c'est un échec de la zone euro. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, on se reprenne en main. C'est là le vrai enjeu. On a une question sur la parité euro-dollar. Ouais. Bah là, quelles sont les perspectives ? Alors, écoute, là je suis assez content parce que c'est vrai que les adhérents APM le savent, donc ça fait longtemps que j'avais annoncé cette baisse de l'euro qui s'est poursuivie. L'année dernière, j'ai annoncé 1,05 $ pour 1 euro, on est en plein dedans. Bon, très bien, ça va durer, bien sûr que ça va durer. Alors, pour une raison simple, c'est qu'effectivement, on a une croissance américaine qui résiste bien, et une croissance de la zone euro qui certes s'améliore, mais elle est toujours fragile. Plus tous les risques politiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc effectivement, l'euro, moi je maintiens à peu près la parité, quoi. 1 $ pour 1 euro, il y aura peut-être des petites remontées, on va rester vers ce niveau-là. Donc ça c'est bien par contre, c'est une bonne nouvelle, parce que pour nos exportateurs, ça nous fait un peu de croissance. Bon, par contre, si effectivement on a du protectionnisme, ça ne servira pas à grand-chose. Mais bon, toujours est-il que ça nous fait du bien, ça permet de dynamiser un peu notre économie. Heureusement qu'on a ça. Quand l'euro perd 10%, ça ramène à peu près 0,4-0,5 points à la croissance.
Heureusement qu'on a ça, sinon on aurait encore moins de croissance. Oui. Donc bon, ça va durer. Après, il y a le danger que ça aille trop loin. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a une vraie crise de confiance sur la zone euro, parce que, bon, j'ai évoqué les risques politiques, mais il y a plein d'autres risques. La Grèce, par exemple, on n'en parle plus. Non. La Grèce, vous savez, aujourd'hui, le niveau de la richesse du PIB grec, il est 27% en deçà du niveau de 2008. Rendez-vous compte. C'est horrible d'imaginer. Alors j'étais en Grèce dernièrement, on m'a dit non, ça y est, la crise est finie. Putain, les gars, attendez, la crise est finie. Vous n'avez pas retrouvé votre niveau d'avant-crise. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un petit mieux, mais bon, là aussi pareil. Depuis que Tsipras est là, vous savez que donc, la crise grecque, il y a 200 milliards d'avoirs de patrimoine des Grecs qui ont quitté la Grèce. Ils ne veulent pas revenir. Hein. Donc il faudrait qu'ils reviennent. Mais tant que Tsipras est là, ils ne reviendront pas. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a les banques italiennes. Elles sont sauvées de la faillite? Pas du tout. Pas du tout. Là, encore une fois, ce qui nous sauve, c'est Mario Draghi. Hein, notre fameux super Mario. Chaque mois, la BCE injecte 80 milliards d'euros dans le circuit financier. 80 milliards. C'est grâce à ça qu'on a la tête hors de l'eau. Le problème, c'est qu'à la fin, jusqu'où va-t-on aller? Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a à peu près plus de 1000 milliards de dettes dans son bilan. Donc il y a les dettes publiques, puis il y a les dettes d'État. Si les taux remontent, cette dette va fondre comme... Vous voyez, la valeur de cette dette va baisser. Donc c'est-à-dire que... Vous savez, j'invite les adhérents APM à voir un film qui s'appelle The Big Short. C'est sur la crise des subprimes. Dans mes conférences APM, j'explique tout ça, mais c'est sympa de le voir en film aussi. Et là, on vit exactement la même chose. C'est qu'effectivement, à la rigueur, à l'époque, l'avantage de la crise des subprimes, c'est que c'est vrai que c'était très douloureux, on avait plein de dettes un peu pourries qu'on masquait, etc. À la fin, on a vu le poteau rose, donc qui a racheté tout ça? Ce sont les banques centrales. Notamment la Réserve fédérale américaine, qui a aujourd'hui 4000 milliards de dollars de créances douteuses. Enfin, il y a des créances normales et puis au moins la moitié de douteuses. Parce qu'en fait, quand les banques ont fait faillite, on dit, oh, attends, c'est la Fed qui va prendre, et puis à ce moment-là, on permet aux banques de redémarrer. Si demain, ça arrive la même chose, sauf que là, c'est les banques centrales qui détiennent la dette. Donc qui va acheter la dette? Parce qu'au-dessus des banques centrales, il n'y a personne. Enfin, il y a Dieu. Bon, je ne sais pas s'il va racheter des dettes. Et la Chine, c'est le super créancier ou pas? Non, la Chine, c'est pareil. La Chine, en fait, elle fait ça parce qu'elle a besoin de dollars. La Chine, moi j'ai compris ça il y a quelques années déjà, les Chinois ont un horizon de très long terme. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est clairement dominer le monde, entre guillemets. Ils sont déjà la première puissance mondiale en termes de PIB hors inflation. Ils sont numéro 1 et c'est à peu près 17% du PIB mondial. Non, c'est 17% c'est les États-Unis, eux ils sont à peu près à 18%. Donc, à partir de là, effectivement, les Chinois, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir demain la monnaie mondiale. Donc ils sont concurrents qu'ils devront concurrencer le dollar tôt ou tard. Mais ils ont encore le temps, ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'ils savent qu'ils ne font pas l'erreur des Japonais dans les 90, où le yen a voulu trop rapidement concurrencer le dollar. Donc le yen s'est apprécié et le Japon s'est effondré. Là, les Chinois, ils disent on a le temps. Mais c'est ce qu'ils ont effectivement à l'esprit. Donc eux, tous ces dollars, toutes ces dettes publiques, c'est un pouvoir qu'ils ont vis-à-vis de Trump. Ils disent attends, Trump, mon gars, si tu nous embêtes trop avec tes droits de douane, c'est nous qui sommes tes créanciers. On a une question d'un adhérent sur justement le président chinois. Il a parlé récemment à Davos d'un contrôle sur les investissements extérieurs. C'est une blague? Question de l'adhérent. Alors, moi, il a dit beaucoup de choses. Donc déjà, ce qui était amusant, c'est de dire, on a le pays du libéralisme, les États-Unis, qui prône le protectionnisme, et le pays du protectionnisme, la Chine, qui prône le libéralisme. C'était assez amusant de dire, oui, on est pour le libre-échange. Bon. Non, il faut savoir que ce contrôle des investissements existe déjà en Chine. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas investir comme on veut en Chine. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a souvent des joint ventures qui sont faites en Chine, parce que si vous n'avez pas un actionnaire chinois avec vous, vous ne rentrez pas. Donc ça existe déjà. Et puis après, l'inverse est vrai. Un Chinois qui veut investir à l'étranger, comme il y a le contrôle d'échange, il doit avoir l'autorisation, effectivement, de la Banque centrale chinoise. Non, c'est très piloté, la Chine. Donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas ouvrir. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en concurrence déloyale par rapport à ça. Mais bon, la Chine, c'est une dictature. On ne va quand même pas devenir des dictatures. Et donc, je pense que la Chine évoluera. C'est vrai que c'est devenu la locomotive de la croissance mondiale, donc on ne peut pas faire tellement sans eux, c'est vrai. Mais le meilleur moyen, justement, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut être plus fort qu'eux, c'est-à-dire innover plus qu'eux. Moi, je me rappelle, j'avais un chef d'entreprise une fois qui me disait qui est en Chine, justement, et qui se faisait constamment copier. Donc, il était dans l'innovation, il innovait beaucoup. Il disait, voilà, je me fais copier au bout d'un an, et je ne peux rien faire, parce que je ne peux pas porter plainte contre l'entreprise chinoise, parce qu'elle dépend du gouvernement, et donc, si je fais un procès, je vais perdre. Alors je veux dire, comment vous faites?
il m'a donné une réponse incroyable qui m'a marqué. Il m'a dit, ben, l'important pour moi, justement, c'est d'être copié. C'est-à-dire, c'est d'avoir toujours un an d'avance. Tant que j'ai un an d'avance, ça ne me dérange pas d'être copié. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut concurrencer la Chine. Ce qui est inquiétant aujourd'hui pour la Chine, c'est pas tout ça, c'est pas le protectionnisme. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu la deuxième puissance mondiale en termes de R&D, de recherche-développement. Même sur ce terrain-là, il commence à vraiment... C'est ça qui est dangereux. Ben oui, parce que, si vous voulez, il y a 20 ans, la R&D, ils ne savaient pas ce que c'était, les Chinois, ils copiaient. Maintenant, ils font de la R&D. Dans les énergies renouvelables, ils sont numéro 1 mondial, pas mondial, parce que là, c'est effectivement sur la R&D. Donc vous voyez que, non, ça c'est ça qui est inquiétant. Donc, pour moi, encore une fois, le protectionnisme, tout ça, c'est de l'apparat. Si on est meilleur, on n'a pas besoin de protectionnisme. Vous voyez, si on baisse la pression fiscale, si on fait de l'innovation, on n'a pas besoin de protectionnisme. Puis bon, les Chinois, un jour aussi, ils auront besoin d'avoir des aides sociales, etc. Ça viendra. Donc en attendant, il faut être meilleur. Mais le protectionnisme, c'est très dangereux. Parce que nous, on a connu ça dans les années 80 et même avant. On fermait les frontières. Voilà. Sauf que quand vous fermez les frontières, à ce moment-là, vous n'avez pas intérêt à vous battre. Donc, j'ai un marché captif. Donc, c'est pas grave. Quand vous avez un marché ouvert, là, vous devez vous battre. Vous devez être meilleur. Donc, en fait, justement, le protectionnisme, il y a protection. Trop de protection tue votre dynamisme. C'est ce que j'appelle le syndrome du pouf. Vous savez, c'est la France, on est dans le pouf. Dans un pouf, on est c'est agréable, parce que pour se relever du pouf, c'est plus compliqué que sur une chaise normale. Oui. Donc voilà effectivement le danger de protectionnisme. Alors on va revenir au rôle de la BCE. Il y a une question d'adhérent. Est-ce que la politique actuelle de la BCE ne maintient-elle pas une gigabulle financière qui pose des problèmes sociétaux? Oui. Enfin, sociétaux, peut-être, oui, effectivement, la patte du gain, etc., l'argent facile, oui, certainement. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout la bulle qui s'alimente aujourd'hui. Alors, j'ai un graphique que je montre dans mes conférences qui fait un peu peur, qui montre la corrélation entre la croissance mondiale et le Dow Jones. Parce que bon, la Dow Jones, c'est quand même la bourse mondiale. Et là, c'est effrayant. Parce qu'on voit que ça fonctionne tout à fait parfaitement. Et puis, depuis 3 ans, le Dow Jones explose à la hausse. Et la croissance mondiale, elle est autour des 3%. Donc, j'ai fait le calcul pour avoir aujourd'hui, pour justifier un Dow Jones à quasiment 20 000 points, il faudrait une croissance mondiale de 9,5%. Or, on est à 3,3. C'est-à-dire 3 fois plus. Donc, soit par un coup de baguette magique, la croissance mondiale remonte à 9, ce qui me paraît peu probable, soit effectivement, les marchés boursiers vont baisser. Donc, les marchés sont entretenus parce que justement, il y a le cash qui coule à flot. Jusqu'à quand? Donc voilà, il arrivera un moment où ça va, effectivement, il faudra payer la facture. C'est inévitable. Et je pense que ça sera en 2017, parce qu'effectivement, les taux longs vont remonter. C'est pourquoi, sur mes prévisions boursières, c'est la première fois, je crois, enfin, l'une des rares fois que je suis assez baissier depuis quelques années, à part en 2008, 2009, mais sur les marchés boursiers. Enfin, en 2009, j'étais aussi avec ce qui s'est produit, parce que là, je crois qu'on a été un peu loin. Donc je pense qu'il y a une correction de l'ordre de 15%. Un minimum sur les marchés boursiers qui va s'opérer. Alors bon, après la bourse, ça va, ça vient. Il y aura de la remontée, il y a des dividendes, donc il ne faut pas avoir peur. Mais quand même, ne vous attendez pas à une année boursière formidable, donc il y aura des soubresauts. Une nouvelle question sur Donald Trump. Est-ce que sa politique de relance, dans un contexte de plein emploi, est-ce que c'est cohérent? Oui, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on appelle procyclique. C'est-à-dire, en fait, ça va bien, et puis on sait que ça aille mieux, donc ça ne sert à rien. Le problème, en fait, il est simple, c'est qu'on a effectivement un taux de chômage à 4,6% aux États-Unis, donc c'est du plein emploi, pour être honnête. Ce que veut faire Trump, c'est effectivement essayer de faire un peu mieux, puisqu'on a eu un taux de chômage dans les belles années qui est tombé à peu près à 3%. Donc, pour ce faire, effectivement, il table sur à peu près 3% de croissance. Le seul danger, c'est que ça va, c'est un petit peu d'inflation. Bon, moi, l'inflation ne m'a jamais fait peur. Moi, je préfère un peu d'inflation et une croissance forte que pas d'inflation et une croissance faible. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu aller vite. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qui tout double. Si ça marche, c'est pas grave, puisque ça sera financé par la croissance. Si par contre la croissance ne redémarre pas, alors là, il y aura un problème sur les déficits publics, sur la dette publique, et là, les taux remonteront et ça cassera la croissance. Donc ça, effectivement, c'est un peu le danger. Mais je pense qu'au-delà de cela, quand on va aux États-Unis, régulièrement, comme c'est mon cas, Obama 1, ce premier mandat, bon, c'est vrai qu'il était là, c'était un peu le sauveur, à juste titre. Bon, ça allait tellement mal qu'on ne pouvait que remonter. Obama 2 a fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que quand vous voyez, aujourd'hui, il a monté beaucoup les impôts, les taxes,
divers et variés, et il n'y a pas d'Obamacare. Les gens payent toujours autant pour avoir la sécurité sociale, il y a encore plus d'inégalités. Et ça, les Américains, ils n'aiment pas payer les impôts. Ça leur donne des boutons. Et donc, c'est vrai que ça, il faut que Trump, aujourd'hui, réussisse à redonner un peu confiance, ce qui s'opère aujourd'hui. Donc, je pense que c'est dommage. Là, on a vraiment perdu 4 ans aux États-Unis avec Obama 2. Et donc, à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, on a des choix un peu extrêmes, pas extrémistes, extrêmes, qui sont faits avec Trump. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et on a eu la même chose en France. On n'a rien fait quasiment pendant 5 ans. Voilà pourquoi on a des fois des choix extrémistes qui peuvent arriver. On a des questions concernant le déclin de l'Occident, la fin d'un monde finalement, et notamment lié à sa croissance démographique très faible. Est-ce que c'est un lien aussi avec le dynamisme actuel de notre économie? Oui, alors là, il faut faire attention justement, c'est-à-dire qu'on est encore dans un système, la fin d'un monde, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'écris ce livre pour dire, le problème que nous avons, nous en particulier en France et en Europe, dans la zone euro en particulier, c'est que malheureusement, on regarde le monde de demain avec les lunettes du passé. C'est comme si on voulait lire une cassette VHS dans un lecteur DVD. Ça ne marche pas. Quand même, le DVD, maintenant, c'est désuet. Mes enfants, ils se moquent de moi quand je parle du DVD. Ils me disent, ça y est, on te télécharge, bref. Honnêtement, en payant, bien sûr. Et donc, tout ça pour dire que, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas compris. On a les vieux réflexes. Ah, tiens, la démographie, ça va nous faire de la croissance. Merkel qui ramène 1 million de migrants. Ça va faire de la croissance. Mais le problème, il n'est pas là. C'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous et moi, nous tous, on consomme 100 euros de produits, il y a à peu près 50 euros de produits importés. C'est-à-dire que si je mise tout sur la consommation, donc la natalité, eh bien, il faut savoir que je vais perdre la moitié. Si je donne 100, par exemple, il y a un bébé qui naît, je lui donne 100 euros. Déjà, il y a 25 euros qui va aller vers l'épargne. Après, et sur les 75 restants, il va avoir à peu près 30-35 de consommation. Fait en France, c'est-à-dire de consommation française. Donc on va perdre quand même, une grande partie malheureusement de cette aide. Donc c'est voilà, la natalité, dans un monde ouvert, ça ne marche pas comme dans un monde fermé. Ça savait que ça marchait dans un monde fermé. Plus il y avait de bébés, de bouches à nourrir, plus il fallait faire de la croix, c'est sûr. On le voit en France, ça ne marche pas, parce que nous on a une super natalité, bon elle baisse un peu là, mais une des meilleures, on est dans des pays développés où il y a le moins de croissance. La question de l'adhérent est plus précise, ça va privilégier un système de rentier. De quoi, d'avoir une... Oui, non, c'était pas ça. Ça, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a plus de personnes âgées par rapport aux jeunes, effectivement, donc il y a plus de rentiers, donc c'est pas forcément bon pour dynamiser l'économie. Mais c'est là où il faut faire attention. On a cette chance de vivre de plus en plus longtemps. C'est ce qu'on nous souhaite. Donc, c'est pas grave de travailler de plus en plus longtemps. Notre problème, c'est qu'on vit plus longtemps, mais on veut travailler comme il y a aussi peu de temps, entre guillemets, qu'il y a 50 ans, ou qu'il y a 30 ans, ou qu'il y a 20 ans. Donc, il faut ajuster. Donc, c'est ça qui est horrible aujourd'hui, notamment en France, c'est que vous avez 45 ans, vous avez 50 ans, ça y est, il faut laisser la place aux jeunes. Alors, il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen du premier CDI en France, c'est 30 ans. Vous voyez. Alors, si vous rentrez dans le travail, on va dire, à 30 ans, pour un poste stable, et que vous sortez à 50 ans, que vous êtes désuet, la vie active, elle est courte. Donc non, moi je dis au contraire, donc c'est là où il faut sortir de la société de rentier, il faut continuer d'investir, de travailler, d'innover, voilà. En espérant qu'on ait une bonne santé, bien sûr. Donc c'est là où, effectivement, la natalité n'est pas forcément... C'est un problème à long terme, mais par contre, laisser croire qu'en augmentant, par exemple, l'immigration, ce que je dis dans le livre, l'immigration, aujourd'hui, on laisse croire qu'en augmentant l'immigration, ça va faire de la croissance, ça c'est faux. Aujourd'hui, par exemple, on est entre nous, on peut le dire, en France, par exemple, un bébé sur 3 naît dans ce qu'on appelle une ZUS, une zone urbaine sensible. J'en suis issu, donc je peux en parler. On a une question à ce sujet. Librement. Donc, qu'est-ce qui devient ce bébé 20 ans plus tard? Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. Bon, ok. Mais combien reste? Et aujourd'hui, c'est pire qu'à mon époque. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème, c'est que si on se félicite de la natalité, ouais, super, la natalité, l'immigration, c'est génial, mais je vais parquer dans des cités, dans des us. Donc, ça ne peut pas marcher. Alors, on parle de l'économie souterraine, justement, dans ce milieu. Je pense qu'on n'est pas loin aussi du débat, parce qu'on parle de... je pense qu'on n'est pas loin du débat sur le cannabis. Que faire avec nos banlieues et toute une population qui ne vit que par l'économie souterraine et les aides sociales? Oui, c'est un problème. C'est un vrai problème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on a un problème de non-droit. Et tout ça parce qu'effectivement, on a un problème de fiscalité qui est clair, un problème, je dirais, d'autorité. Parce que c'est ça, aujourd'hui. On me dit, non mais attendez, non mais vous vous rendez compte, et c'est vrai que dans les cités HLM, il y a 50% de taux de chômage. Donc qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? C'est-à-dire d'aller dealer? Non, attendez, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Donc il faut restaurer, on va dire, un système de droit et dire la vérité. Moi, je peux le dire parce que j'en suis issu. Quand je débatte encore avec le fameux Mélenchon ou d'autres, ou le Macron, là, ils n'ont jamais mis les pieds dans une cité. Moi, j'y ai dormi pendant 25 ans. Alors qu'ils ne viennent pas me donner des leçons. Vous comprenez? Donc, voilà, aujourd'hui, il faut parler vrai, il faut donner de l'espoir, on va dire, dans les cités. Si l'espoir, c'est la délinquance, et derrière, à la fin, c'est une balle dans la tête, ou je ne sais pas quoi, non, il faut être sérieux. Vous comprenez? Bon, donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut lutter contre cela, et notamment, comment on lutte contre l'argent sale ou l'économie parallèle, notamment en baissant la pression fiscale et, je dirais, en pénalisant, entre guillemets, c'est-à-dire certaines fraudes doivent être du ressort du pénal. Donc à partir de là, on va limiter effectivement, je dirais les dérapages. Donc c'est là qu'est, je dirais, le vrai enjeu, avoir une dynamique effectivement de croissance, pouvoir innover, pouvoir bouger dans l'échelle sociale, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment pas possible. Moi-même aujourd'hui, on me ressort toujours que voilà, je ne suis pas dans telle caste, je ne viens pas de telle origine. C'est embêtant, vous comprenez? Voilà, donc voilà, ça il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on ne le dit pas. On ne le dit pas malheureusement. Donc on a besoin effectivement de le faire, et à partir de là, on aura ce chemin pour une croissance plus forte. Alors dernière question, Marc, c'est l'objet de ton dernier ouvrage. Ouais. En quoi sommes-nous en 2017 à la fin d'un monde? Alors que ça fait 20 ans que tu prêches. Non, c'est-à-dire, en fait, la fin d'un monde, clairement, elle a commencé il y a une vingtaine d'années, c'est vrai, mais là, la fin d'un monde s'accélère. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était effectivement des chiffres, des prévisions. Là, c'est une réalité. Là, on a un pays qui sort de l'Union européenne et l'Union européenne est en danger. La zone euro est en danger. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne réagit pas. Non, c'est pas grave, on va s'en sortir. Non, il faut arrêter de se voler la face. Je pense que notre problème, notamment en France, c'est dans le déni de réalité. On l'a vu, ça se fait que François Hollande a fait un sale boulot de ce point de vue-là, en nous disant constamment la reprise est là, etc. Oui, le chômage baisse. On l'a vu l'année dernière. On a créé 500 000 donc, postes de formation. Donc on a pris des chômeurs de catégorie A, on leur dit voilà, tu as une formation, maintenant tu vas en catégorie D, donc tu n'es plus chômeur. Ah bon? Mais non, mais il est toujours chômeur. Mais non, mais il n'est plus dans la catégorie A. Et ça a coûté 2 milliards cette affaire. Tout ça pour que le chômage puisse baisser et que François Hollande puisse se présenter. Finalement, il ne s'est même pas présenté. Vous voyez? Donc, ça coûte cher pour rien. Vous comprenez? Bon, c'est pas rien, parce que la formation, c'est jamais rien, mais si à la rigueur, à la fin de la formation, il a un boulot, très bien. Mais après, il repasse. Donc là, vous allez voir, en début d'année, on va avoir une hausse du chômage incroyable. Vous comprenez? Donc, c'est pas sérieux de faire ça. Il faut arrêter de mentir aux Français. Et voilà, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut leur dire la vérité, mais il faut aussi leur donner de l'espoir. Oui, justement. Donc c'est là où aujourd'hui, effectivement, j'appelle de mes voeux le futur président, celui qui aura le pouvoir, qui sera de mettre de la confiture, c'est-à-dire de baisser la pression fiscale, nettement, fortement, pour les entreprises, pour les ménages, et qui, de ce point de vue-là, réussira à donner de la fluidité à l'économie française. Donc voilà, j'espère, parce que j'y crois quand même, et je me dis, on aura effectivement la chance. Maintenant, pour un chef d'entreprise, quand il entend ça, moi, je ne suis pas trop inquiet, parce que nos chefs d'entreprise à l'APM, c'est des bons. Donc eux, ils ont déjà compris mes stratégies d'investissement sur des niches, sur de la communication, sur de l'innovation, sur de l'international. Donc si on a ça, on n'a pas à avoir peur de ce qui va se passer. On pourra s'en sortir. Mais moi, ce qui compte maintenant, c'est pour celles d'entre eux qui n'ont pas fait ça, il faut les sauver. Donc il faut qu'effectivement, en 2017, on arrive à faire ça. C'est tout le mal que je nous souhaite, parce que sinon, ça sera très compliqué, malheureusement. Donc je préfère garder l'espoir, en espérant qu'on sera plus fort que les dangers. Super. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi, merci à vous tous, et à très bientôt, et bonne année 2017. Merci à tous. Merci pour vos nombreuses questions. À bientôt. Au revoir.